Bonjour à tous, bienvenue à cette première session ISFAR 2023. C'est une session qui va être très intéressante sur les nouveaux médicaments en réanimation. Alors moi j'ai déjà plein de questions, hein. Est-ce qu'il y a des nouveaux médicaments d'abord? Euh, Combien ça coûte? Est-ce que ça vaut le coup finalement? Parce qu'on entend souvent dire en réanimation, ben, il n'y a rien de nouveau, ou alors c'est trop cher. Voilà, c'est l'argument que j'entends le plus souvent, c'est trop cher. Et finalement, quand je vois les coûts des médicaments dans mon hôpital, de tous les médicaments qui finissent en MAB pour traiter d'autres patients, hein, qui ne sont pas. Et je regarde les coûts de nos médicaments, je trouve ça un peu disproportionné. Alors, est-ce qu'on doit investir dans des nouveaux médicaments? Ben, c'est tout ce qu'on va discuter pendant cette heure-ci avec quatre experts très renommés. À côté de moi, Anne-Claire Lukasiewicz des hôpitaux des HCL à Lyon, Mathieu Jabodon de Clermont-Ferrand, Inès Lagbar de Montpellier et Alexandre Mébaza de Paris, la Riboisière. Je m'appelle Marc Léon, je suis anesthésiste réanimateur à Marseille. Et donc, on va commencer par un cas clinique qui va dérouler. Voilà, on va parler de ces nouveaux médicaments en réanimation. On va découper cette présentation, ce moment, hein, avec la sédation dont me parlera Mathieu, avec les agents vasopresseurs et vasoactifs dont parlera Inès. Tout ce qui est compliqué, immunomodulation, c'est Anne-Claire qui va nous le faire. Et puis, parce que ça ne s'arrête pas qu'à l'AREA, donc ce qu'il y a après l'AREA, et là, c'est là où probablement il y a aujourd'hui le plus d'intérêt, et Alexandre nous en parlera parce qu'il a plein de nouvelles pistes. Donc, on va partir sur un cas clinique très simple, hein, quelque chose qui nous est tous arrivé. Je ne sais même plus s'il est vrai ou s'il n'est pas vrai. On va dire comme nos maîtres, hein, il était vrai, c'était moi qui m'en occupais très personnellement. Et c'est Léa M, 68 ans, en choc septique sur une péritonite tertiaire. Ses antécédents, c'est une insuffisance cardiaque stade 2, traitée par des IEC, des bêta-bloquants. Elle a eu un cancer du sein radiochimiothérapie en 2017 et on est aujourd'hui en 2023. À l'admission après le bloc, elle a reçu du Ringer lactate, 1,5 litre, de la noradrénaline à 0,5 microgrammes kilo minute, de la pipertazo comme 90% des, vous savez, on parle toujours d'antibiothérapie, c'est toujours pipertazo à la fin, de la micacine, du midazolam et du fentanyl pour la sédation. Et ces variables sont une PM à 63, une fréquence cardiaque à 102, une SPO2 à 93% avec une FiO2 à 0,7, une lactatémie à 3,5 et on lui fait une écho parce que 100% de nos patients ont une échographie et la fraction d'éjection du ventricule gauche, votre collègue vous dit, elle est bonne. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais en tout cas, elle est bonne. Et on va commencer par la sédation et je vais donner la parole à Mathieu. Merci beaucoup Marc, bonjour à toutes et à tous. Pour parler de la sédation en pratique et comment j'aborderai cet aspect chez l'EAM, je commencerai quand même par reconnaître qu'elle est en choc, qu'elle est en défaillance multiviscérale et qu'elle est hypoxémique. Il y a maintenant un moyen d'imputer des rapports PaO2 et FiO2 à partir des rapports entre la saturation périphérique et la FiO2. Et là, en gros, elle est très hypoxémique, cette patiente, 96 mm de mercure de rapport P sur F. Et donc, on va avoir des objectifs ventilatoires probablement d'abord. Et la sédation va peut-être venir comme un moyen uniquement et probablement pas comme une fin en soi. On va vouloir assurer un volume courant, une ventilation protectrice, des limitations de la pression de plateau, bien sûr, et puis avoir des objectifs de saturation, d'échange gazeux. On va tout faire d'abord pour régler le respirateur à la patiente et pas l'inverse. Et ça va passer par des aspects de confort, de débit inspiratoire suffisant, de temps inspiratoire suffisant. Vérifier qu'il n'y ait pas de grosse asynchronie. Ensuite, on va peut-être initier de la sédation. Je dis ça parce que alors, quand même, si bien sûr, avant de parler de sédation, etc., tu as parlé de la pipée tazo, ça peut faire le job. On va surtout, bien sûr, s'acharner à traiter la cause de ce choc septique chez les AM. Euh, Concrètement, moi, chez cette patiente, c'est vrai qu'avec ses objectifs ventilatoires et d'optimisation, en tout cas de sa ventilation dans un premier temps, je viserais effectivement des scores de sédation dites modérés, un score de RAS, par exemple, entre -2 et -3. Pour rappel, je vous l'ai mis en haut de cette diapo, quand on parle de -2, -3, c'est des patients quand même réactifs. On n'est pas sur une sédation très profonde. Il n'y a pas forcément de raison, encore une fois, si on s'est affranchi des réglages ventilatoires que j'ai évoqués juste avant. Ça passe surtout par une stratégie
qui se base d'abord sur l'analgésie, d'abord sur le confort, et ensuite la sédation vient en second plan. J'illustrerai juste après sur des protocoles pratiques de notre service, et puis surtout des réévaluations régulières, des titrations permanentes des besoins en sédation. Alors si on parle de nouveaux médicaments en 2023, alors la dexmédetomidine n'est pas sortie en 2023, mais c'est quand même, on peut considérer comme des nouveaux agents, en tout cas des agents pour lesquels on a la preuve maintenant d'un bénéfice en termes de durée de ventilation, de diminution de l'incidence du délirium, et des molécules qui sont finalement relativement maniables pour s'adapter justement à ces besoins de sédation. Je vous ai mis en bas de la diapo, c'est pas très lisible, mais pour vous montrer l'esprit, on avait dans nos services à Clermont des protocoles d'analgésie-sédation sur le propofol, historiquement, avant ça bien sûr le midazolam, puis on les a adaptés tout simplement à la dexmédetomidine. Attention toutefois qu'on va viser plutôt des sédations légères à modérées au maximum avec la dexmédetomidine, et on peut s'exposer à certains risques cardiovasculaires de type bradycardie, hypotension, notamment à des doses plus élevées. Un autre élément assez nouveau, même si les dispositifs qui permettent de vaporiser les agents halogénés en réanimation existent depuis maintenant plus de 15 ans, se développe quand même de plus en plus la sédation inhalée, notamment par l'isoflurane ou le sévoflurane. Alors ça nécessite des dispositifs dédiés, des systèmes de recyclage de l'air expiré pour ne pas polluer bien sûr l'environnement, et puis une connaissance, une formation des équipes médicales, mais aussi paramédicales, bien sûr. C'est quelque chose de très titrable, qui a beaucoup de bénéfices, au moins théoriques, sur le plan pharmacologique, avec une maniabilité extrême, très peu de métabolisme, qui peut vraiment, ça peut vraiment être un avantage par rapport aux autres agents actuellement disponibles. Et puis un dernier élément, c'est quand même de façon récente, ça fait 1 an et demi maintenant, que l'isoflurane a l'AMM, l'autorisation de mise sur le marché, pour la sédation des patients adultes de soins critiques sous ventilation mécanique, sous le nom commercial de Sedaconda. De la même façon qu'on a implémenté nos protocoles d'analgésie-sédation, le sévoflurane, celui qu'on utilise nous à Clermont-Ferrand, on peut tout à fait l'adapter de la même façon. On va prioriser l'analgésie, d'abord se baser sur les scores de douleur, pour ensuite titrer la sédation à son niveau minimal efficace, de la même façon qu'on le ferait avec n'importe quel agent intraveineux. Pour finir, la kétamine n'est pas un nouveau médicament, bien sûr. Il y a une forme un peu nouvelle qui est plus récemment développée, mais la kétamine elle-même, elle a été proposée à des doses faibles à visée analgésique ou à des doses plus élevées, avec bien sûr cet effet analgésique qui va être recherché, mais cette fois une sédation. Il y a assez peu de preuves dans la littérature pour dire que c'est quelque chose qui puisse rendre réellement service aux patients. On en a le sentiment quand même sur le côté analgésique souvent. Mais là aussi, on s'expose, et notamment à des grosses doses, à des risques de délirium ou d'agitation qui peuvent poser souci. L'eskétamine, est-ce qu'elle va moins être pourvoyeuse de ce type d'effet? On peut l'imaginer sur un plan très théorique, mais pour faire simple, on a quand même très très peu de données, et le positionnement de cette forme de kétamine, il reste quand même largement à préciser, que ce soit d'ailleurs en anesthésie ou en réanimation. En pratique, et pour conclure sur ce schéma global, moi chez Madame Léa M, je commencerai effectivement par une sédation modérée. J'utiliserai des nouvelles molécules, en particulier le sévoflurane à Clermont-Ferrand, mais ça pourrait être l'isoflurane. Je dis ça parce que dans ce qui est proposé dans cette revue d'experts que je cite depuis le départ, qui a été menée par Gérald Schank, publié là en 2020, ça faisait partie des options possibles, en tout cas qui étaient proposées. Par contre, je prioriserai toujours l'analgésie. J'essaierai de diminuer et d'interrompre cette sédation le plus vite possible grâce à des surveillances très rapprochées de Madame Léa M. Merci beaucoup, Mathieu. D'autres avis, je pense que ça peut faire réagir, hein. Moi, j'ai quelques questions. On parle beaucoup de pollution au bloc opératoire. Est-ce qu'on importe cette pollution dans les réanimations? Est-ce qu'il y a des effets secondaires sur l'insuffisance rénale, par exemple? La dexmédetomidine, quelle expérience il faut avoir? Parce que finalement, quand on commence à utiliser ce produit, et on trouve beaucoup d'effets secondaires, et puis au fur et à mesure, finalement, on arrive à s'y habituer et à l'utiliser de façon quasiment prédominante maintenant. Et puis la eskétamine, c'est vrai qu'on a beaucoup de questions sur parce que par un manque d'évaluation.
vos pratiques, Alexandre, Inès, vos pratiques à Montpellier ou Euh, dans votre expérience? oui, alors moi j'avais d'abord une question pour Mathieu. On a vu que du coup Léa a été sous Midasuf initialement. Qu'est-ce qu'on fait de cette sédation? Est-ce qu'on switch Alors, pour moi, on switch de toute façon. On arrête le midazolam puisque on est maintenant hors des recommandations internationales. Il faut proscrire les benzodiazépines dans la mesure du possible. Ça ne veut pas dire que parfois, notamment en administration discontinue, ça peut être intéressant quand même à visée anxiolytique, hein, bien sûr. Mais c'est associé quand même la sédation par benzodiazépine à des durées de ventilation prolongées, à des incidences augmentées de délirium. Et c'est vraiment pas plus recommandé. Au-delà de ces aspects-là qui sont maintenant bien documentés, c'est vrai que euh, tous ces produits qui s'accumulent très vite, et notamment en cas d'insuffisance rénale ou voire d'insuffisance hépatique, et là on est dans le cadre d'une défense multiviscérale, moi c'est des aspects que je garderai largement en compte aussi, notamment pour les morphiniques. Là il n'y a absolument aucune preuve, mais c'est vrai que nous on est très habitués depuis assez longtemps dans nos réa à utiliser par exemple du rémifentanil, et l'association de deux agents d'analgésie et de sédation qui soient très maniables comme ça, c'est vraiment assez confortable, pour peu que toutes les équipes soient par contre très rompues à cette pratique, qu'on ait des protocoles en place et des surveillances régulières. D'accord. Et juste une autre question, le Dexdor et son effet alpha-agoniste central dans le sepsis, le choc septique, il y a des discussions actuellement sur l'impact sur la mortalité. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de pistes hein, comme ça sur beaucoup d'agents de sédation, effectivement. Je pense que les preuves sont en train d'émerger, que les recherches se développent. Moi, j'ai pas l'impression que la réponse soit claire pour l'instant. De la même façon que les halogénés, par exemple, pourraient avoir des intérêts immunomodulateurs anti-inflammatoires intéressants dans le sepsis ou dans les atteintes pulmonaires graves, mais ça reste du domaine de la recherche pour l'instant, à mon avis. Moi, j'aurais bien voulu aussi discuter un point, c'est dans ces stratégies de sédation en réanimation, il y a l'interaction avec l'équipe paramédicale. Et comme tu l'as mentionné, il faut qu'ils comprennent bien l'évaluation et comment mener l'évaluation. Alors, avec l'arrivée des halogénés, nous, on est anesthésistes, c'est un peu notre connaissance de base, mais nos infirmiers de réanimation n'ont pas cette culture-là, comme les IAD par exemple. Et ensuite, je pense que je me demandais comment on pouvait aussi amener une équipe paramédicale finalement avant de vraiment augmenter la sédation. Il y a l'environnement du patient, gérer l'environnement du patient, gérer l'agitation du patient par d'autres moyens que les moyens médicamenteux. Et ça, je trouve que c'est un vrai axe d'amélioration de la prise en charge de ces patients pour la sédation, et en même temps c'est extrêmement complexe avec des équipes qui doivent avoir beaucoup d'expérience et qui finalement changent beaucoup. Je ne sais pas comment tu vois les choses de ce côté-là. Je te rejoins complètement. En fait, il y a deux aspects. Il y a ce travail de fond, effectivement, de formation et d'entretien de cette expertise auprès des équipes paramédicales aussi. Je pense que le plus dur, c'est d'avoir cette culture de la titration, de l'analgésie-sédation en général. Ajouter à ça une stratégie comme la sédation inhalée, c'est finalement relativement simple parce que les processus sont les mêmes, les surveillances sont les mêmes et la démarche est la même. Mais comme tu dis, cette démarche de la sédation, il ne faut pas focuser que sur la sédation, c'est beaucoup plus large que ça. D'ailleurs, toutes les recommandations actuelles ne traitent pas de la sédation, mais plutôt de la prévention de l'agitation, du délirium, favoriser le sommeil et le bien-être des patients. Et ça passe par beaucoup d'autres moyens non médicamenteux. Ouais. Oui, il y a effectivement les infirmiers, c'est très important. Donc, comment on les forme, comment ils s'approprient. Et puis, l'autre élément qui sort de plus en plus dans les réanimations, c'est les familles. Comment dans ta réanimation, quand une famille vient en disant, en fait c'est même paradoxal, des fois ils disent, écoutez, il bouge encore, ou en fait il est trop réveillé, on a l'impression qu'il souffre. Comment vous formez les infirmiers? Est-ce que vous avez des éléments de langage justement pour montrer que tout ça est bien contrôlé, qu'on surveille, mais qu'on a quand même besoin de leur retour pour faire encore mieux? Je crois que c'est vraiment la base des protocoles qu'on doit développer dans nos réanimations. C'est l'évaluation régulière, un score de douleur chez le patient intubé ou chez le patient non intubé non communicant. Sinon, on a bien sûr nos échelles visuelles ou enfin, dans le cas d'analgésie classique.
et puis les scores de sédation. Et ça permet aussi de rationaliser, je trouve, quand même l'approche où on va vraiment titrer et en fonction des scores qu'on aura prescrits, essayer de limiter la dose ou de diminuer encore le score. Expliquer ça aux familles ou aux infirmières, c'est relativement simple parce que tout le monde en comprend le bénéfice pour le patient lorsqu'on le voit se réveiller plus vite, être libéré plus vite du respirateur et sortir plus vite de réanimation. Merci beaucoup. Alors, il y a un aspect qu'on a un peu discuté, hein, c'est la dexmédetomidine qui a une action alpha qui semble intéressante dans le choc septique. Hein, et c'est vraiment fantastique parce que ça fait le croisement entre la sédation et l'activité vasopresseur et les doses de noradrénaline. Et souvent, on a peur en se disant, finalement, dans l'esprit collectif, c'est les benzos, c'est bien accepté par le patient hémodynamiquement, et en fait, ce n'est pas forcément le cas. Et ces nouvelles molécules, alors ce n'est pas si nouveau que ça en pratique, hein, mais c'est une molécule dont on a des fois peur, peut être plus protectrice que d'autres. On va parler de vasopresseurs, d'inotropes avec Inès pendant quelques minutes.